Mohamed. Et messieurs, bonsoir. C'est le 16e numéro dans notre seconde série de webinaires consacrée à la gestion de la COVID-19, une initiative de l'Ex-Africa et du programme Citizen de GIDER, soutenu par deux partenaires, Managers Productions et Lead Sénégal. Ce soir, nous allons parler du thème suivant, quelle stratégie de gestion pour les entrepreneurs en période de crise. Et nous avons le plaisir d'accueillir deux jeunes dames exceptionnelles ayant fait des preuves dans leur domaine. La première, Iziba Koba Assou, présidente AFEDA, titulaire d'un Master 2 en audit et finance d'entreprise, d'une certification en gestion axée sur les résultats des programmes publics, d'un DEA en finance et contrôle de gestion et d'une certification en gestion des risques financiers et opportunités liées au changement climatique. La deuxième conférencière est Amina Diagne, directrice de MINAPRO, titulaire d'un master en gestion des risques dans les pays du Sud de Sciences Po Bordeaux, 4 ans dans le département conseil KPMG au Sénégal et à Montréal, 7 ans comme directrice commerciale, puis associée de Solid, partenaire Gold de Microsoft, et fondateur de la plateforme de vente et streaming de musique MusicBee, partiellement acquise par Econ, membre fondateur et secrétaire général de Festic, femme sénégalaise dans les technologies, puis vice-présidente de GIDER. Mesdames, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Bonsoir. Alors, dites-nous, merci Iziba, d'abord dites-nous, quels sont les domaines d'intervention de vos différentes structures? Qu'est-ce que vous faites exactement comme travail? D'abord, Amina, pour MINAPRO. Alors, j'accompagne les entrepreneurs à développer leur activité, ce soit sur du conseil organisationnel,
ou sur le marketing notamment. Alors, pour Iziba Koba Aoussou, présidente AFEDA, AFEDA, c'est quoi et qu'est-ce que vous faites comme travail? Merci. AFEDA, c'est l'Association des femmes pour le développement durable accéléré. Nous nous sommes engagés à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable dans notre pays et dans d'autres pays africains. Nous appuyons des entreprises, nous appuyons des initiatives de femmes. Nous sommes dans le genre et développement, nous sommes dans l'entrepreneuriat féminin et nous appuyons également, nous accompagnons la jeunesse pour les startups, leur incubation, voilà, en gros. Donc, tout ça participe à l'atteinte des objectifs de développement durable. Les 17, d'ailleurs, nous sommes transversales sur les 17 objectifs, santé, éducation, climat, ressources naturelles, démocratie, institutions fortes, justice, voilà. Alors, quelques questions avant de démarrer votre présentation, mesdames. La crise sanitaire mondiale liée au nouveau coronavirus a impacté tous les secteurs. Les entreprises ressentent durement les répercussions du fait de la baisse de la productivité et de la rareté ou de la cherté des matières premières, par exemple. Pour le Sénégal, le président Macky Sall a pris des mesures pour interdire les licenciements sur la période de la pandémie, alors que l'employeur va bénéficier d'un paquet de privilèges fiscaux de la part de l'État. Dites-nous, Amina Diagne, est-ce que vous pensez que c'était la meilleure solution pour préserver les emplois en permettant à l'entreprise de continuer à fonctionner? Alors, c'est déjà une solution, donc c'est déjà ça de prix. Ce qui arrive, par contre, c'est que souvent, cet accompagnement aussi prend la forme de prêt. Donc, on demande à l'entreprise finalement de s'endetter davantage pour couvrir des frais alors qu'elle n'a pas de revenus. Donc, cette partie est pas évidente. Donc, le congé fiscal également, souvent, ça va être en différé, alors qu'à très court terme, c'est vraiment un besoin de liquidité dont l'entreprise a besoin. Donc, on a vu également une autre manière qui aurait pu être faite, à mon avis, beaucoup d'aides qui sont venues pour accompagner les familles d'aide sociale. Il aurait été intéressant de voir comment justement réunir, par exemple, toutes ces femmes qui sont transformatrices de produits locaux, comment les réunir pour pouvoir acheter chez elles, leur donner ainsi du cash flow et utiliser tous ces types de produits locaux en permettant la valorisation de nos produits locaux pour accompagner cet effort social-là. Ça aurait également pu être une autre manière d'accompagner tout en renforçant ces différentes femmes transformatrices-là. Tout à fait. Alors, est-ce que des mesures similaires ont été prises pour appuyer les entreprises au Bénin, mais aussi pour préserver des emplois, Iziba Koba Assou? Oui, évidemment, le gouvernement béninois a pris des mesures déjà au début de la crise et dernièrement, des mesures au niveau des entreprises, par exemple, de report d'échéance, de report de crédit, d'allègement d'impôts ou de taxes. Par exemple, les impôts de 2020, il y a eu des allègements pour que ceux qui ont déjà payé, par exemple, fassent valoir cela en 2021. Et il y a eu également des mesures sociales par rapport aux citoyens, lesquels citoyens on peut retrouver aisément dans les entreprises par rapport aux charges fixes, les charges d'électricité, d'eau. Il y a eu également des mesures sanitaires. Il y a eu des mesures par rapport à certaines catégories d'entreprises qui ont connu de l'outpay, par exemple les entreprises qui sont dans le secteur aérien, puisque tous les vols sont au sol. Leur chiffre d'affaires vraiment a connu une baisse drastique, donc le gouvernement a pris des mesures pour les accompagner, pour qu'ils puissent
pour qu'elles puissent se relever pour pouvoir reprendre leur activité normalement. Merci, mesdames, pour ces réponses. Votre présentation ce soir comportera 3 parties. Les différents comportements des entreprises face à une crise, savoir identifier où on se situe par rapport à la crise et quel plan d'action concret mettre en place en fonction de chaque profil. Nous avons 1h30 au maximum pour votre présentation et les échanges avec les followers. La première partie, les entreprises ne sont pas pareilles par rapport à la crise. La parole est à vous. Juste vous préciser qu'à la fin de chaque partie, il y aura des échanges, des questions que nous allons poser, des followers qui vont réagir avant d'entamer pour la deuxième partie. Donc, la première partie, mesdames, la parole est à vous. Amina? Alors, sur le point de l'égalité, enfin, par rapport à la crise, déjà, naturellement, quand on a une plus petite structure, on va être relativement plus vulnérable par rapport à la crise, que par rapport à une structure qui va être plus importante. Donc, le premier point, déjà, c'est de bien comprendre que les stratégies qui vont être proposées ne peuvent pas être des stratégies passe-partout et qui vont s'appliquer de la même manière à toutes les structures. Également, beaucoup d'entreprises, on va avoir 3 types finalement d'entreprises, celles qui étaient déjà en difficulté, qui n'avaient pas déjà amorcé un processus de digitalisation, qui vont se retrouver du jour au lendemain sans moyen, par exemple, de communiquer avec leurs clients parce qu'il n'y avait pas de base de données ou autre. On va avoir ce premier profil d'entreprise qui va être beaucoup plus impacté par rapport à la crise. On va en avoir d'autres qui étaient déjà dans un processus de digitalisation, qui étaient déjà présents sur les réseaux sociaux, qui vont, elles, pouvoir pivoter beaucoup plus facilement que d'autres. Donc, c'est important de bien le comprendre que c'est un cas particulier pour chaque entreprise. Il est important d'analyser les points suivants. Le premier et le plus urgent, on en a parlé tout à l'heure, bien entendu, c'est la trésorerie. Surtout qu'on a eu un type de confinement, on va dire, avec beaucoup de structures qui ont commencé à travailler de chez elles, beaucoup d'entreprises qui ont été fermées sur une période de 2-3 mois. Comment on fait pour gérer ces charges durant cette forte baisse de nos revenus? Donc, la première stratégie, la plus urgente, ça va être cette stratégie de gestion de trésorerie. Donc, soit on a la possibilité de négocier déjà avec les fournisseurs, de pouvoir dire, quand on a eu des bonnes relations avec ces fournisseurs-là, écoutez, voilà la situation, je veux pouvoir rééchelonner, je veux pouvoir demander un délai pour ne pas se retrouver complètement pris à la gorge. Donc, il y a ce premier aspect de négocier avec les fournisseurs. On a parlé également, oui, des aides qui sont disponibles et qui ont été proposées par l'État, mais jusqu'à présent, il y a encore beaucoup de structures à qui on a demandé de maintenir les salariés avec des promesses finalement et qui n'ont pas encore reçu les sous. Donc là encore, c'est une difficulté. Et là, après avoir négocié avec les fournisseurs, c'est important également d'échanger et de rassurer les employés et de faire comprendre que voilà la situation qu'on est en train de vivre, voilà les scénarios qui sont possibles. Et le dernier aspect par rapport à cette gestion de la trésorerie, c'est de voir comment on peut se faire accompagner par les partenaires financiers. Donc ça, c'est vraiment le premier axe en fonction de la situation dans laquelle on est. C'est vraiment regarder sa trésorerie et voir, je peux survivre pendant combien de temps? J'ai assez de cash flow pour pouvoir gérer mes charges pendant combien de temps? Ça va être le premier point. La deuxième stratégie maintenant, c'est par rapport à ses clients. Comment je fais pour continuer d'échanger avec mes clients? Il est important de savoir que la pire chose qu'on puisse faire, c'est de couper les ponts complètement avec les clients parce qu'on est paniqué ou parce qu'on ne sait pas comment réagir. Donc, c'est vraiment comprendre par rapport à mon client, lui aussi est en train de vivre une crise, comment je continue d'être présent sans avoir l'air d'ignorer les difficultés qu'il est en train de vivre, mais continuer de communiquer. Donc là, soit on a la possibilité de changer le type de service en disant on existe encore, on est capable de respecter les mesures de sécurité, les mesures sanitaires et de continuer de vous offrir un service. On l'a vu avec des structures comme la pâtisserie Mélo qui
mis des distanciations, des parents. On a vu d'autres structures, comme par exemple Farifima Cosmétiques, qui étaient plutôt dans tout ce qui est soins et autres, et qui a complètement créé une nouvelle gamme de produits pour répondre aux besoins de son client. Tout à fait. Donc, la deuxième stratégie, c'est vraiment, j'observe mes clients et je vois comment, dans ce contexte-là, je peux continuer d'apporter de la valeur, soit en leur montrant que les mesures sont respectées, soit en pivotant. Et finalement, quand on a vraiment le dernier recours, c'est au moins de pouvoir dire à ses clients, allô, bonjour, je sais que la difficulté est là, c'est difficile, mais au moins de pouvoir garder ce contact-là. Donc ça, c'est la deuxième stratégie par rapport à comment continuer d'offrir de la valeur à nos clients et de montrer qu'on est présent. Et une fois qu'on a géré cet aspect de trésorerie en premier plan, en deuxième plan, qu'on a géré cet aspect de relation avec nos clients, le dernier point, c'est vraiment par rapport à notre équipe. La pire chose qu'on puisse faire finalement, c'est de dire, j'ai pas les moyens en ce moment, je lâche mon personnel, parce que ce sont des ressources qui sont extrêmement importante. Si je me débarrasse de mon personnel, ça va être beaucoup plus difficile finalement de pouvoir me remettre à niveau quand les choses vont aller mieux. Donc, c'est important de pouvoir intégrer ce personnel-là à la conversation. Et parfois, on a vu d'autres structures où, OK, pour permettre au maximum de personnes de travailler, il y a eu des roulements, on a travaillé moins d'heures, on a dû faire des ajustements, mais ils font partie de la conversation. D'accord. Merci beaucoup, Amina Diagne, présidente directrice de Minaprod. Donc, pour cet aspect-là, la trésorerie est très importante. Maintenir également les liens avec les clients tout en répondant à leurs attentes. Une situation interne également de l'entreprise à prendre en compte avec les ressources humaines qui doivent également être bien managées en période de crise. Isiba, qu'est-ce que vous rajoutez sur ce point? Alors, pour comprendre le comportement des entreprises, nous allons ajouter qu'il faut que nous puissions comprendre le contexte actuel et puis les impacts sur les entreprises. Alors, la récurrence et la succession des bouleversements que connaît la planète induit des mutations profondes qui ne sauraient laisser indifférents les entrepreneurs qui sont d'ailleurs des créateurs d'emplois et de richesses. Alors, le désastre sanitaire que nous connaissons avec cette pandémie du COVID-19 appelle un niveau de responsabilité sociale très forte, Madame Amina l'a dit, et sociétale des entreprises très, très élevé. Loin donc de perdre les repères face à une déstabilisation subite de leur organisation, nous pensons que les entrepreneurs qui sont des décideurs et qui constituent un maillon central pour le développement durable devront agir rapidement et diligemment afin de trouver les mécanismes novateurs et adaptés au contexte. Une chose est sûre, les impacts à court, moyen et long terme n'est pas aujourd'hui ni petite ni grande entreprise. Le constat est là. Et cette crise changera beaucoup de choses, y compris les comportements des consommateurs et même leurs attentes. Isiba, vous êtes encore avec nous? Déjà, on nous parle de redistribution des cas, de socialisation du système économique, les normes et les règles, les principes de l'entreprise sont vraiment ébranlés. Donc, par rapport au contexte, nous savons que les entreprises, ils réagissent différemment selon le contexte de crise. Ici, nous sommes dans la crise sanitaire du COVID-19. Il est important de noter que les principaux leviers qui peuvent aggraver cette crise pour les entreprises et les effets engendrés par la gravité, c'est l'événement déclencheur qui est ici le COVID-19. Et les facteurs aggravants à la gestion de cette crise par les entreprises, il y a qu'ils ne doivent pas paniquer, il y a qu'ils ne doivent pas se donner trop de zèle, il y a qu'ils doivent être sincères par rapport à leur clientèle.
Alors, les impacts. Certes, il y a des impacts qui vont agir sur le comportement des entreprises parce que nous voulons comprendre le comportement des entreprises. Ces impacts, déjà, c'est des transformations. Aujourd'hui, on parle de télétravail entre le personnel et les partenaires. On parle de l'utilisation du digital pour le marketing, des services de livraison, des limitations de réunion, de la protection du personnel. Et tout ceci engendre des coûts supplémentaires que les entreprises devront intégrer, car les conséquences, les effets du COVID-19 vont durer dans le temps. Et après le COVID-19, le risque doit être entrevu que la situation ne reviendra pas à la normale. Il y a des habitudes acquises aujourd'hui qui vont impacter les entreprises dans la durée. Il est donc important de rechercher des stratégies adaptées. Alors, quelle stratégie de gestion pour les entrepreneurs en période de crise sanitaire due à la pandémie du COVID-19? Et c'est là le deuxième point qui va porter sur l'identification des stratégies. Merci beaucoup, Isiba. Nous allons revenir donc sur cet deuxième point. En attendant, nous allons voir s'il y a déjà des questions par rapport à ce premier point. Fanta, est-ce que vous avez déjà des questions sur ce premier point? Oui, bonsoir Lika, bonsoir à nos deux invités. Fanta. Très heureuse de vous retrouver. Hein? Très heureuse d'être là aussi en compagnie de deux grandes dames, Amina Diagne et Madame Isiba. Donc, la première, elle concerne le Bénin en particulier. Oui. Il y a eu des réformes ici au Sénégal, ou en tout cas des décisions fortes qui ont été prises pour accompagner les entrepreneurs. Pouvons-nous savoir ce qui a été fait concrètement par le gouvernement béninois pour accompagner les entreprises? Alors, elle a déjà répondu sur cette question-là, mais certainement qu'elle peut revenir là-dessus, que la personne qui a posé la question n'était certainement pas connectée au moment où Isiba a donné sa réponse sur cette question. Donc, Isiba, vous pouvez revenir sur cet aspect-là, l'appui aux entreprises. Merci. Donc, je disais tout à l'heure que le gouvernement béninois a pris des mesures, d'ailleurs récemment, la semaine dernière encore, ces mesures ont été renforcées. Et j'ai donné l'exemple, par exemple, de ceux qui sont dans le secteur aérien. Durant la crise, les avions étaient pratiquement au sol. Or, c'est les voyages qui font le chiffre d'affaires de ces entreprises. Le gouvernement a pris des mesures pour les accompagner, pour les aider à reprendre leur activité normalement. Les mesures également sont allées dans le sens du report des crédits d'impôt. Par exemple, des entreprises qui ont déjà payé leurs impôts en 2020 peuvent faire valoir ces impôts sur 2021. Ça veut dire quoi? Ils bénéficient et donc comme d'une subvention d'impôt. Il y a également les taxes. Par exemple, il y a une taxe que la réforme du régime actuel a apportée, c'est la taxe sur les véhicules. Alors, pour cette année 2020, à cause du COVID-19, cette taxe a été annulée. Donc, les entreprises qui ont déjà payé par rapport à leurs moyens de déplacement pour le personnel, ainsi de suite, pourront faire valoir ça en 2021. Il y a eu également par rapport aux charges fixes, des mesures qui ont été prises. Et les mesures sont allées pour les citoyens en général, donc du social au niveau des citoyens. Or, nous savons que ces citoyens se retrouvent au sein de l'entreprise. Ils sont constitués des employés, des clients de ces entreprises-là. Donc, indirectement, nous pouvons aussi ajouter. Merci. Une autre question. Il y a une autre question? Oui, la suivante, elle est pour Madame Diagne. Oui. Amina. Oui, par rapport au couvre-feu au Sénégal, pensez-vous que ça a impacté sur le chiffre d'affaires des entrepreneurs qui ont voulu se maintenir malgré la pandémie? Oui, aujourd'hui, surtout par exemple dans le secteur de la restauration et de tout ce qui est entertainment, beaucoup de restaurants qui avaient des dîners qui pouvaient finir plus tard se sont retrouvés à
devoir arrêter leur activité beaucoup plus tôt. Ça a eu aussi un impact très important pour tous les petits commerces qui étaient dans l'informel, qui servaient les dîners dans les quartiers, surtout dans les quartiers populaires. Toutes ces personnes-là se sont retrouvées du jour au lendemain sans source de revenus, alors qu'on sait que dans nos quartiers, tout ce qui est Médina, Colobane et autres, les gens achètent souvent à manger le soir, n'ont pas forcément l'habitude de faire à manger chez eux. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là l'hécatombe. On a parlé également tout à l'heure de l'exemple de Mélo, qui a été obligé finalement de fermer beaucoup plus tôt à cause du couvre-feu. Donc, c'est certain qu'il y a eu un impact significatif du couvre-feu. Fanta, une Merci troisième beaucoup. question? Oui, elle peut concerner nos deux invités, à savoir, pour le Sénégal, il y a eu la fermeture du transport interurbain. Aujourd'hui, quand on sait que nos femmes s'activent beaucoup dans la transformation à l'intérieur du pays, avec les produits locaux, quelle est la situation dans les deux pays? Alors, pour le Bénin, effectivement, le transport urbain, interurbain a été perturbé, même suspendu pendant 2 à 3 semaines. Il y a eu même des cordons sanitaires qui ont démarré et qui ont été élargis, où même les citoyens avaient des difficultés à circuler d'une frontière à une autre. Alors, pour la responsable d'entreprise qui doit aller s'approvisionner au nord du Bénin, pendant ces 2 semaines, eh bien, cet entrepreneur a été obligé de surseoir ses activités temporairement, ce qui est sûr, ça engendre des pertes de revenus, puisque le chiffre d'affaires prévisionnel prend un coup. Donc, ces mesures ont nécessairement des impacts et des impacts négatifs sur les entreprises. Alors, c'est pourquoi il était nécessaire qu'après ces actions de riposte pour contrer la pandémie, il fallait que le gouvernement revienne pour apporter des mesures d'accompagnement à ces entrepreneurs afin qu'elles puissent retrouver un peu de sous financièrement. Amina, une dernière, Amina, avant. Pour le Sénégal. Allez-y, Amina. Non, je disais, Amina répond à la question. C'est surtout l'agriculture. On arrivait en pleine saison où, par rapport au maraîchage, beaucoup de légumes arrivaient à maturité. Vu la configuration du Sénégal, la plupart de ces légumes et autres étaient évacués ou en tout cas revendus sur Dakar et dans les Louma. Et on a vu les prix qui se sont complètement effondrés parce que justement, il y a eu énormément de stocks qu'ils ne parvenaient plus à écouler en région. Donc, ça a été vraiment l'hécatombe pour ces agriculteurs-là notamment. Après, ceux qui n'arrivaient plus à exporter, du jour au lendemain, le consommateur a eu un peu de chance, j'ai envie de dire, parce qu'on s'est retrouvé avec des fruits et légumes d'excellente qualité à des très bons prix, vu qu'ils ne pouvaient plus exporter à l'étranger. On a retrouvé du tchof moins cher également sur nos plages. Donc, c'est sûr que l'impact économique a été important, parce qu'en plus, le Sénégal est l'un des pays où je pense le transport interurbain a été interdit le plus longtemps possible. Et bien entendu, plus cette période s'étend et plus on a d'entreprises qui sont en crise. La dernière question, Lika. Oui? Pensez-vous qu'il y a en ce moment assez de programmes pour accompagner la résilience des entrepreneurs ou sont-ils laissés à eux-mêmes? Alors, très bonne question. Il y a eu plusieurs aides qui ont été annoncées. Je n'ai pas encore vu autour de moi beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont dit « j'ai pu enfin bénéficier de ces aides-là ». Après, comme je te dis, ce sont des prêts.
Donc, l'entreprise va mettre du temps à se remettre. Elle était peut-être déjà endettée. Donc, elle va devoir non seulement rembourser ça, puis attendre d'avoir une activité qui revienne à niveau pour ensuite rembourser ce surendettement-là. Je ne sais pas si c'était la meilleure manière d'accompagner. Et de ceux que je connais, ils attendent encore de recevoir l'aide. Donc, la crise, ils la sentent encore énormément. C'est bon, Fanta? Alors, oui, alors ce que moi je voudrais ajouter, oui, la résilience des entrepreneurs par rapport à cette situation ne saurait se limiter aux mesures d'accompagnement de l'État. Les entreprises elles-mêmes vont devoir développer des mesures, des types de stratégies, de modèles, d'accord, pouvant leur permettre d'être plus résilientes face aux conséquences qui vont durer de cette pandémie. Donc, leur résilience par rapport aux mesures que le gouvernement a prises, c'est bon, mais il est important d'attirer leur attention. Ils vont espérer. L'accompagnement du gouvernement ne pourra pas être suffisant, assez suffisant pour les relever définitivement. Merci. Fanta, on garde les autres questions pour la deuxième partie. Fanta est déjà partie. Parfait. Merci beaucoup, Fanta. Alors, Amina et Ziba, la première partie était consacrée à les entreprises ne sont pas toutes pareilles par rapport à la crise, ce qui est vrai. Tout le monde sera impacté, mais c'est clair que les conséquences sur les grands groupes seront différentes de celles que vont subir les startups, par exemple. C'est un secteur qui était en pleine expansion pour faire face aux problèmes de chômage dans nos pays. La COVID-19 est venue remettre en cause toutes les certitudes. Qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour assurer la viabilité de ces startups pendant et après la pandémie? Certainement, c'est un point sur lequel vous allez revenir dans la deuxième partie quand vous allez parler des différentes stratégies qui seront développées pour vraiment assurer justement la viabilité des entreprises d'une manière générale. Mais la principale difficulté des startups, elle est financière. Amina l'a soulevé, Iziba également, qui parle même de penser dès à présent à un nouveau modèle parce que le gouvernement ne peut pas tout faire, ce qui est vrai, mais il demeure pour le moment que la principale difficulté de ces startups est financière. Les banques sont traditionnellement très réticentes car l'entreprise à laquelle elles font face est souvent informelle et n'a pas de garantie nécessaire pour obtenir un financement. Faut-il repenser le modèle de financement? Iziba, vous qui parlez de repenser le modèle, quel modèle vous proposez? Alors, pour les entreprises en général, avant de revenir sur les startups, oui. Alors, il y a que déjà les entreprises doivent prendre conscience d'une situation à laquelle elles ne sont pas habituées. Il faut qu'elles aient de la volonté à sortir de cette situation-là, à remonter la pente. Et par rapport à cela, il leur faut développer une communication de crise nécessairement. Il leur faut développer une communication de crise. Et là, ils auront besoin des méthodes de l'intelligence économique comme un outil stratégique, un outil très, très stratégique. Ajouté à cela, il y a l'intelligence financière pour voir les autres sources de financement, les fonds d'investissement et comment est là au niveau de l'intelligence financière, les startups, ils ont besoin de s'intéresser vraiment à l'intelligence financière, comment investir, comment aller vers d'autres sources de mobilisation financière. Et il y a également l'adaptabilité des entreprises, leur habilité, leur rapidité à réagir. Elles doivent être flexibles et agiles, c'est-à-dire
possibilité de revenir, par exemple, sur les prévisions budgétaires, de les actualiser, de les adapter au contexte et aux réalités, de les modifier, de les revoir. Il y a également que les entreprises doivent se repositionner rapidement compte tenu de l'environnement actuel pour rester dans une amélioration continue. Et les stratégies d'approvisionnement doivent être revues, de production et même de distribution. Et à ce niveau-là, par rapport à la distribution, les entreprises peuvent choisir des stratégies de focalisation. Se focaliser lorsque, par exemple, une entreprise de fabrication de jus de fruits, nous les avons conseillés, ils avaient l'habitude d'exporter. Voilà, avec la crise, les possibilités d'exportation sont devenues compliquées. Alors, une stratégie que nous leur préconisons, c'est la focalisation sur une clientèle locale pour que le consommation local puisse leur permettre de réaliser le chiffre d'affaires nécessaire. Oui. Alors, cette focalisation peut induire une autre stratégie de domination des coûts, c'est-à-dire baisser légèrement les coûts pour pouvoir vraiment intéresser le plus grand nombre, parce que les citoyens désormais sont obligés de consommer local, parce que les produits importés sont devenus très très chers pendant la période. Nous donnons le simple exemple, une flûte qui coûtait 1000 francs en temps normal parce qu'on arrivait à amener ça du Nigeria à côté, je parle du Bénin. En période de COVID-19, soyez sûrs, moi je l'ai acheté à mon enfant à 3000 francs. Alors, donc, cette stratégie de focalisation peut permettre à des entreprises de conquérir le marché interne. Et c'est très, très important. Alors, pour les startups, l'innovation. L'innovation, cette innovation dans laquelle ils se sont engagés a besoin de financement. Et c'est là leur difficulté. Les banques, il y a eu beaucoup de retrait de ressources. Et d'ailleurs, la confiance des citoyens a pris un coup parce qu'aujourd'hui, beaucoup de banques sont en train de fermer les portes au Bénin parce que lorsque la crise, la pandémie est constatée dans une banque, dans une agence, l'agence ferme. Du coup, les populations ont eu le temps de retirer leurs sous des banques. Les banques sont en difficulté de liquidité à un certain niveau. Et donc, par rapport au financement, à l'appui qu'il doit apporter à ces startups, ça pose un problème. Mais ils doivent rechercher de nouvelles sources de financement, mobiliser des ressources ailleurs et en diversifiant leur activité, aller par exemple vers l'entrepreneuriat vert où les ressources existent à des coûts abordables puisque le taux au niveau des fonds verts, le taux tourne autour de 2 à 4%, alors que dans les banques primaires, c'est entre 8 et 12%. Donc, ces startups ont besoin de réorienter leurs besoins, d'adopter les critères de ces institutions de financement. L'entrepreneuriat social doit être développé au niveau des startups parce que lorsque on est confiné, ce n'est pas le luxe qui intéresse, c'est le social. Donc, tout ce qui peut contribuer à la satisfaction des besoins sociaux doit intéresser les startups. Le marketing de réseau qui permet une croissance exponentielle de gains doit intéresser les startups parce que le réseau se développe autour de vous. Le réseau marketing se développe autour de vous, entre amis, et ça vous permet d'écouler vos produits. La recherche de solutions propres et durables également doit intéresser les startups. Tout à fait. Les incubateurs également doivent être à côté pour donner une certaine accélération à ces startups, pour les aider, pour les accompagner, afin que leur démarrage puisse être continu, pour qu'ils puissent continuer à créer de l'emploi, à créer de la richesse, à apporter, à jouer leur rôle dans le tissu économique. Alors,
digitalisation également Encore une minute. doivent être une nouvelle stratégie, parce que les paiements en ligne doivent être développés, des techniques et systèmes d'approvisionnement en ligne, de commercialisation, de communication. Alors, agir, et bien agir et vite agir. Alors, le plan directeur, ces entreprises doivent parler d'une même voix, ils doivent maîtriser les impacts négatifs et les contrer. Une bonne communication de crise, nous l'avons dit. Alors, ils doivent accrocher le storytelling au contexte de la crise. Ils doivent éviter de paraître opportunistes ou malhonnêtes vis-à-vis de leur clientèle, leur crédibilité, leur humanisme. Oui, et la dimension sociale que les entreprises doivent adopter dans leur stratégie est très, très important parce qu'ils ont besoin de restaurer la confiance autour des acteurs. Merci. Ils ont besoin de prendre en compte les inquiétudes des clients pour que, après le COVID, la confiance dans la satisfaction de leurs produits puisse être une réalité. Merci beaucoup, Isiba. En tout cas, pour le consommer local, il y a toujours beaucoup de résistance. Ce n'est pas une réalité, en tout cas chez nous. Et c'est certainement l'État qui ne donne pas l'exemple. Quand il a fallu, par exemple, appuyer les couches vulnérables, c'est du riz qu'on a importé de l'extérieur, alors que le riz de la vallée est là. Pour l'oignon, les légumes, etc., ça ne fait pas partie quand même des denrées qui ont été distribuées aux populations vulnérables. Heureusement que la DER, la délégation pour l'entrepreneuriat rapide, a pu nouer quelques partenariats et acheter le stock de ceux qui produisaient ces oignons, ces légumes, etc., pour pouvoir l'écouler. Donc, c'est ce qui nous a permis de sauver un peu la face par rapport à cette histoire de consommation locale. Et chez les populations également, il y a toujours de la résistance. Il y a des poches de résistance, même s'il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train de promouvoir le consommer local, comme le Baï Dundé, qui est justement encadré par le programme JIDER, etc. Il faut dire qu'il y a encore beaucoup de problèmes qui nous empêchent de parvenir à se consommer local, et ça va être assez difficile pour nous d'arriver pour le moment, en tout cas, à une souveraineté alimentaire pour le moment. Mais il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont mises en œuvre. Je parle beaucoup des startups et des PME, PMI qui offrent des opportunités d'emploi à la grande majorité des jeunes, surtout dans nos pays, face à l'impossibilité des États à garantir un travail décent et correctement rémunéré à cette frange très importante de la population. Ces startups et PMI collaborent beaucoup avec les grands groupes. Ces derniers qui n'avaient pas beaucoup anticipé également sur les effets négatifs de cette crise liée à la COVID-19, en ont profité pour rompre certaines collaborations. Cette situation préjudiciable pour les jeunes, c'est une situation préjudiciable pour les jeunes pousses, d'où la nécessité de trouver également des partenaires solides en temps de crise. Et le problème de trésorerie que vous évoquiez tantôt, Amina Diagne, reviennent. Oui. Alors, il y a une réalité aussi. Effectivement, le consommer local, c'est vrai, l'État ne donne pas souvent l'exemple, mais n'empêche que je trouve la communication qu'il y a eu à l'international a fait qu'il y a eu comme un sursaut national. Tout le monde se disait, mais pourquoi ils veulent nous compter nos morts? On s'est sentis comme des super-héros. On a d'ailleurs eu du mal à faire comprendre aux populations que la crise, elle est vraiment là, parce qu'on se disait, on est immunisé. À un moment, on s'est dit, il fait trop chaud chez nous, ça ne va pas arriver. Après, il y a eu toute la vague des fake news de oui, ça ne touche pas les Noirs et autres. Et donc, finalement, le fait que tout le monde était en train de nous regarder comme ça en mode la catastrophe arrive, vous allez avoir des millions de morts et tout, a comme ressoudé, j'ai envie de dire, les liens au sein de la population où tout le monde a dit, mais finalement, écoutez, on est capable.
Et on a vu après aussi, parfois on n'avait pas le choix, quand il y a eu des pénuries de masques, on a vu la population, beaucoup de personnes, beaucoup d'initiatives qui ont eu à faire des masques avec du Vax. On a vu la certification qui est arrivée pour rassurer les gens sur le fait qu'on est capable de produire nos propres masques, on est capable de produire nos propres gels mains et autres. Donc il y a eu quand même cette fierté qui a fait que tout le monde s'est dit oui, non mais attendez, on est capable, on peut s'entraider. Il y avait cette fierté, mais pas assez certainement, Amina, parce que ce matin, par exemple, j'ai écouté sur la BBC Alfadi, le grand couturier d'origine nigérienne, et dire qu'ils ont produit des masques en coton, mais que les gens ont préféré aller importer. Les gens, c'est qui? C'est le gouvernement, c'est les Nigériens certainement qui achètent également ces masques, qui ont préféré laisser tomber les masques en coton fabriqués par des couturiers nigériens et aller se ravitailler ailleurs. Et ça, c'est Alfadi qui le dit sur la BBC. Amina, vous êtes là? Alors, c'est un processus. Mais quand même, on a vu qu'il y a eu ce renouveau. Maintenant, pourquoi l'international domine autant? C'est parce qu'il y a une grosse campagne de communication derrière qui accompagne cela. Et que là où on aurait justement besoin d'accompagnement par rapport à l'État, c'est pour cette revalorisation du consommé local, mais c'est une campagne marketing, c'est donner un nouveau branding à certains de nos produits locaux et c'est un processus qui va s'enclencher. Donc, c'est dans ce sens que je dis, il y a eu quand même des produits, des produits locaux qui ont été révélés et que des gens ont découvert grâce à cette crise-là. Mais c'est sûr que c'est un effort qui a besoin d'être soutenu, qui a besoin d'être accompagné. L'autre point aussi, c'est que la crise aussi, elle va révéler une chose. On a beaucoup glamourisé l'entrepreneuriat. C'est devenu le nouveau terme à la mode, sans vraiment permettre de faire réaliser à quel point la qualité est quelque chose d'extrêmement important. Si pendant ce contexte de crise, quelqu'un dit « OK, je vais tester le consommé local » et achète un produit, aujourd'hui ça a ce goût-là, demain le goût a changé ou bien la qualité n'y est pas, ça va être très, très, très difficile de redonner confiance par rapport à cela. Donc, là où l'État maintenant peut vraiment accompagner, c'est justement sur ce processus qualité-là, accompagner sur les procédés, accompagner sur les types d'emballage, accompagner à ce niveau-là. Et à ce moment-là, on va avoir une meilleure qualité qui va faire que le citoyen va être plus rassuré quand il va utiliser ces produits locaux. Mais aujourd'hui, on achète un produit local, il n'y a aucun ingrédient qui est écrit dessus. On voit un produit importé où il y a une série d'ingrédients et autres. Naturellement, le consommateur va avoir plus confiance en ce produit qui a juste plus d'informations qui sont écrites dessus. Donc, c'est vraiment une campagne qui doit être menée par rapport au consommé local pour réussir à changer. C'est plus de l'intelligence émotionnelle à ce niveau-là, un nouvel attachement du citoyen, que ce soit sénégalais, béninois, par rapport aux produits locaux. Mais on peut vraiment le faire s'il y a la volonté politique derrière. Merci beaucoup, Amina Iziba. La deuxième partie de votre présentation, savoir et identifier où on se situe par rapport à la crise. Aujourd'hui, quand on regarde les entreprises qui s'en sont relativement mieux sorties, okay, c'est celles qui ont su très rapidement pivoter, comprendre que voilà où se situe le besoin de mon client. Je vais prendre un autre exemple de Coaf qui fait des ustensiles de cuisine relativement haut de gamme. Personne ne s'attendait à ce que les populations soient intéressées par du haut de gamme en termes d'équipement pour la cuisine en cette période. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes étaient plus souvent à la maison, avaient plus le temps de cuisiner et voulaient cuisiner avec du beau. Et donc, les ventes ont été boostées parce qu'il y a eu un changement par rapport à la clientèle type
Et il y a eu beaucoup plus de ventes pendant cette crise qu'avant la crise, parce qu'avant, c'était des femmes qui étaient occupées, qui n'étaient pas forcément dans la cuisine et qui se disaient pourquoi acheter des ustensiles chers s'ils vont être abîmés, s'ils vont être mal exploités. Il y a eu ce changement-là. Les autres entreprises qui s'en sont sorties également, c'est celles qui avaient déjà commencé le processus par rapport au digital. C'est simple. Un restaurant qui a déjà sa page sur les réseaux sociaux est capable de dire « Ok, maintenant je vais livrer. Voilà mes plats et autres. » La débiterie du coin qui n'a pas de site sur Facebook ou autre, n'a plus aucun moyen de communiquer avec ses clients. Ne peut même pas dire « on va vous livrer le dibi chez vous d'ici 20 heures ». Donc, c'est dans ce sens que toutes ces structures de PME, PMI qui avaient avant le luxe de se dire « ah oui, non, mais les réseaux sociaux, c'est pas pour moi » et autres, c'est terminé. La crise actuelle a vraiment montré que voilà où on en est. Et donc, c'est celles qui ont également su réinventer leur modèle de « OK, vous ne pouvez plus venir à nous, mais maintenant, vous pouvez commander en ligne ». On a vu Hypermarché Exclusif se mettre sur Jumia. Ensuite, on a vu Auchan également qui a commencé à se mettre sur de la livraison. Et sur cette manière et sur cette agilité-là, souvent, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus souple pour une petite structure que pour une très grosse structure qui va avoir des procédures beaucoup plus lourdes, devoir changer des habitudes de 60 personnes, 80 personnes, c'est beaucoup plus lourd. Et donc, finalement, c'est de dire l'entreprise qui va le mieux s'en sortir, c'est l'entreprise qui va être la plus agile, qui va être la plus réactive. Et comment on fait pour savoir exactement où sont nos clients, à quoi ils pensent, comment je peux les joindre? C'est simple, c'est prendre son téléphone et appeler son client si on avait déjà, bien entendu, cette base de données de nos clients. Iziba, vous rajoutez quelque chose sur ce deuxième point? Elle n'est plus là, hein, apparemment. Iziba. Un souci de connexion, on dirait. Certainement. Bon, de toutes les façons, on va continuer avec vous, Amina. Le deuxième point, c'est de pouvoir identifier où on se situe par rapport à la crise. Oui. Elle est revenue, Iziba? Oui, je suis là. Oui, vous rajoutez quoi sur ce deuxième point? Savoir s'identifier où on se situe dans la crise. Bon, par rapport à la résilience, à la résilience pour le consommant local, c'est déjà une contrainte. Nous observons que du moment où les coûts par rapport aux importations sont devenus très, très élevés, chaque pays a pris des mesures internes pour réduire les mouvements de personnes et de biens. Et c'est comme la globalisation ou la mondialisation est en train de prendre un coup. Et chaque État est en train de prendre des mesures. Nous avons vu la France, par exemple, quand ils ont levé les mesures de confinement, d'accord? Ils ont autorisé les déplacements, le tourisme, les restaurants, mais tout ça là, c'est à l'intérieur de la France. Les Français n'ont pas été autorisés à sortir de la France pour leurs vacances, par exemple. Alors, à partir de ce moment, les Français sont obligés de consommer les produits de chez eux parce que déjà, pour importer, les coûts sont exorbitants et le produit revient cher. Donc, nous pensons que et les entreprises qui existent déjà, les grandes à l'intérieur du pays, et les startups ont besoin de se focaliser sur les produits locaux, de les développer, de les améliorer. Je prends en compte ce que Amina a dit, de bien les étiqueter, de bien
apporter la qualité qu'il faut à ces produits locaux pour gagner la confiance du consommateur béninois, du consommateur sénégalais, du consommateur ivoirien. Il va falloir que l'étiquette ivoirien soit encore labellisé pour donner suffisamment de confiance au niveau des supermarchés, pour donner suffisamment de confiance pour que l'élite ivoirienne puisse consommer ça aisément, au lieu d'espérer du couscous qui va venir de la Chine moins cher. Non, c'est fini. C'est fini ces importations à moindre coût, parce que rien ne sera plus comme avant. Donc, sous cette contrainte, nous pensons que les entreprises ont besoin d'aller à l'offensive pour gagner le consommateur client. Les entreprises ont besoin de revoir leur système de production pour y ajouter plus de qualité. Elles ont besoin de revoir le système de distribution pour être présent partout sur le territoire. Parce que l'autre chose, c'est que les produits locaux, quand je prends le riz étuvé à Glazoué au Bénin, par exemple, lorsque vous avez besoin de ça, ça n'existe pas à tout moment. Et le prix sont disponible sur toute l'étendue du territoire. Et moi, j'assure que ça va permettre un développement, un nouveau type de développement de nos pays pauvres, parce que notre produit intérieur brut va connaître un certain accroissement. Naturellement. Certes, l'augmentation du chiffre d'affaires par rapport aux produits locaux, pensant que, bon, les produits exportés, quand je prends les exportations, parce que là aussi, il faut faire très attention, c'est que les exportations sont aussi ralenties parce que nous avons de difficultés à exporter nos produits. Les entreprises exportatrices de cajou, de noix d'anacarde, de ci, de ça, à cause du COVID-19, on craint que le conteneur qui va débarquer peut-être au port d'Ambou soit un conteneur contaminé où les produits sont contaminés. Donc, du coup, il y a de nouvelles. Alors, l'entrepreneur doit anticiper pour dire, mais par rapport à ce nouvel ordre, qu'est-ce que je fais? Comment je gagne? Où est-ce que je me positionne pour subsister, pour continuer à survivre? Merci. Merci beaucoup, Amina et Iziba. Deuxième point de votre présentation, savoir identifier où on se situe par rapport à la crise, où on se situe pour identifier quelles sont les décisions les plus pertinentes à prendre dans un environnement incertain de leurs activités économiques, qu'elles soient financières, commerciales ou industrielles. Il n'est pas de vent favorable pour qui ne connaît pas son port, disait le philosophe Sénèque. Les résultats du renseignement d'entreprise délivrent justement aux décideurs dans l'entreprise les savoirs utiles à la prise de décision. Est-ce que vous avez l'impression que cette culture du renseignement d'entreprise est vraiment développée dans nos pays? Amina? Alors, c'est vraiment un de nos plus grands points faibles. Aujourd'hui, c'est simple. Quand on veut faire une étude de marché, quand on veut faire un business plan, on se retrouve avec pas assez d'informations. Quand on fait des recherches, pour avoir des recherches sur l'Afrique, on est obligé de se baser sur des sources internationales qui vont nous mettre un gros point et une grosse estimation souvent pour l'Afrique de l'Ouest. Ça commence à changer. Il y a des startups qui commencent à se mettre sur justement cette importance de la donnée. Et c'est encore plus important dans le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. Je prends un exemple. Quand vous êtes sur YouTube et que vous commencez à écouter un type de chanson, YouTube vous envoie naturellement d'autres suggestions. Et finalement, vous les aimez parce qu'ils ont analysé votre comportement. Ils savent que si vous avez aimé cette musique, vous êtes susceptible d'aimer tel type de musique. Et c'est la même chose dans le streaming par rapport à la musique. Donc, tant que nous n'aurons pas, nous, compris
comment la donnée fonctionne, comment nommer nos informations, comment créer cette métadonnée. On a aujourd'hui des grosses industries, que ce soit dans le milieu de l'art, de la culture et autres, qui ne sont même pas sur la carte, tout simplement parce qu'on n'a pas su comment les qualifier par rapport à cette donnée-là. Et donc ça, c'est le premier volet sur le fait que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Donc, on va avoir aujourd'hui des artistes qui vont juste tout simplement pas être découverts à cause de ce problème-là. Autre point également, aujourd'hui, je pense que Facebook en sait plus sur le Sénégalais qui est à Tambacounda que nos États. Ils peuvent nous dire à quelle heure on s'est levé, à quelle heure on a mangé, quelles sont nos habitudes, savoir quand est-ce qu'ils vont nous envoyer de l'information par rapport à la publicité, parce que cette donnée, elle est clé. Donc, la donnée, c'est vraiment le tableau de bord qui va permettre à l'entrepreneur de savoir, OK, à ce moment-là, quelle est la décision stratégique que je dois prendre? La difficulté qu'on a dans un pays où on est à 70% analphabète, où on a un secteur informel tellement important, comment on fait? C'est du pilotage à vue et c'est ce qui va amener qu'on va avoir dans chaque industrie le grand fleuron et pas assez d'autres entreprises qui sont capables de prendre des décisions qui vont être basées sur la donnée. Et ça aurait été intéressant justement de voir que ce soit des structures comme l'ADER ou autres, faire des partenariats avec ces grandes écoles qu'on a qui sont en train de former des étudiants sur des études de cas fictives. Je pense que Isiba parlait tout à l'heure de revoir le modèle. J'ai envie de dire, il faudrait que ces incubateurs, des structures comme l'ADER, ces écoles de formation que nous avons, fassent tout simplement des projets où ils ont cette possibilité maintenant de travailler sur des données réelles, sur des situations réelles et qu'on puisse mieux prendre nos décisions, qu'on puisse mieux calibrer cette information-là. Isiba, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport au renseignement économique, le point faible de nos grandes entreprises selon Amina Diagne? Oui, tout simplement ce que je voudrais ajouter, c'est que ces entreprises doivent développer l'outil stratégique qu'est l'intelligence économique. Qui est un système d'ailleurs qui permet de collecter l'information, de traiter l'information et de la diffuser. En fait, ça induit renseignement et information. Alors, aujourd'hui, il y a un adage qui dit celui qui a l'information a le pouvoir. C'est très, très important dans l'entreprise. Lorsque ce qui se passe tout près autour de vous, d'accord, dans votre environnement immédiat, vous ne maîtrisez pas les informations, vous ne maîtrisez pas ce qui se passe avec les citoyens, comment vous voulez les satisfaire au travers de votre produit. C'est très, très important. Alors, qu'est-ce qui se passe sur les marchés à l'international? Vous devez également savoir comment vous réagissez, comment vous vous adaptez. Donc, cette adaptabilité des entrepreneurs doit les amener à être à la recherche de l'information permanente, de la bonne information, de l'information sûre. Ce n'est pas les fake news ou des rumeurs. Non, nous parlons de l'information utile à l'entreprise, l'information qui permet à l'entrepreneur de prendre une décision économique, de prendre une décision financière, de prendre une décision stratégique, de prendre une décision par rapport à sa production, par rapport à ses matières premières, par rapport à ses produits intermédiaires, par rapport à son produit final. Donc, l'intelligence économique doit prendre une place centrale au sein des petites et des grandes entreprises dans nos pays. Ce n'était pas une réalité. Déjà dans les pays développés, cette notion n'est pas bien perçue, mais elle s'impose à nous, cet outil s'impose à nous aujourd'hui, entrepreneurs, quel que soit notre niveau. Même les startups, ça s'impose, l'intelligence économique. Et il va falloir que les incubateurs puissent mettre l'accent sur ça, puissent sensibiliser, puissent montrer
comment et pourquoi il faut désormais prendre en compte l'outil stratégique qu'est l'intelligence économique au sein de chaque entreprise. En tout cas, c'est une matière qui est de plus en plus enseignée maintenant dans nos universités, les écoles de formation, etc. Voilà. Les entrepreneurs, si on résume ce que vous avez dit, hein, ils ont donc besoin de s'informer, de se renseigner pour prévenir ou remédier à un événement non heureux, disons une crise comme la COVID-19, ce qui leur permet de mieux maîtriser l'environnement afin d'en réduire les incertitudes. Dans notre environnement en Afrique, justement, quelles sont les forces externes sur lesquelles nos entreprises doivent rester vigilantes pour mettre en œuvre les meilleures pratiques de veille en une stratégie organisationnelle? Alors, si je suis un entrepreneur, c'est déjà, bon, c'est vrai, j'ai un biais sur tout ce qui est digital. Donc, aujourd'hui, ici, on refait le lien par rapport à la donnée dont nous avons parlé. Quand on fait une campagne, si on a l'habitude d'analyser à quel moment on a le plus de vues, à quel moment on a le plus de likes, on va savoir à ce moment-là quand est-ce qu'on a le plus de chances de toucher le maximum de clients. Donc, le lien maintenant avec quelles sont les informations externes ou autres, c'est déjà par rapport à ces technologies-là, quelles sont les innovations qui sont en train d'être faites et qui peuvent avoir un impact direct sur mon activité. Je suis toujours très micro, hein, parce que je suis avec les entrepreneurs beaucoup. Donc aujourd'hui, en termes d'innovation, il y a énormément d'outils qui existent. Donc, il faut que je sache que l'entreprise chinoise, surtout dans le domaine des startups, où on commence à avoir de plus en plus de services qui sont livrés de façon digitale, quelles sont les innovations qui sont en train d'être faites? Quels sont les outils qui sont en train d'être utilisés? Et voir maintenant comment ces différents outils-là peuvent me permettre d'être beaucoup plus opérationnel dans ma façon de faire. Donc, cette curiosité intellectuelle-là, elle est nécessaire. Maintenant, sur beaucoup d'autres facteurs, malheureusement, ce sont des facteurs exogènes tellement importants que même si j'en ai conscience, je ne peux pas faire grand-chose par rapport à ça. Je ne peux que subir. Donc, par contre, maintenant, si par exemple, je suis une entreprise qui dépend beaucoup de produits importés, Isiba, comme moi, on a fait de la gestion des risques. Donc, ça oblige à revoir par rapport à chaque processus, quelle est la chance ou quelle est la probabilité que je ne reçoive plus cette matière première-là. Et maintenant, une fois que j'ai dit, ah, voilà la probabilité que ce risque-là se produise, OK, et ensuite j'analyse maintenant quel serait l'impact et comment maintenant je peux gérer ça si jamais je n'arrive plus à recevoir ce produit que j'ai l'habitude d'importer. Donc, les entreprises qui ont su se préparer à ça, qui ont pu faire ces analyses avant que la crise ne tombe, ont eu peut-être la possibilité de dire, OK, je n'arrive plus à trouver tel produit, mais je sais que je peux m'approvisionner localement auprès de tel fournisseur. Donc, c'est important de regarder ces processus et de faire cette analyse-là. Et finalement, c'est comme si on se prépare pour le pire, et on continue d'agir quand même pour le meilleur des scénarios. Donc, c'est un peu ça la logique par rapport à qu'est-ce qui peut venir de l'extérieur qui va avoir un impact significatif et je suis préparée pour quand le pire se produit. Donc, c'est vraiment ces deux aspects de quelles sont les innovations que je peux reproduire chez moi, quels sont les risques pour lesquels je dois trouver des alternatives. Alors, Isiba, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Sinon, on passe à la troisième partie. On peut y aller. Pour la troisième partie, hein, en fonction de chaque profil, quel plan d'action concret mettre en place? Isiba, vous démarrez? Alors, quel plan d'action mettre en place? Il faut dire que pour chaque entreprise, face à une crise, la première... Ah,
Iziba a de l'impression que vous... Peut-être qu'on va donner la parole à Amina pour la première réaction. Pour régler votre problème de connexion. Iziba, n'est-ce pas? Elle est cruciale. Pour la crise à comment il y a les entreprises de GSM qui ont décidé cette Amina, vous pouvez continuer par rapport à ce troisième point, en attendant de retrouver Iziba dans de meilleures conditions techniques. Oui, alors on a expliqué tout à l'heure qu'on n'est pas pareil face à la crise. Okay? Si on prend une structure qui est par exemple une agence de voyage, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'alternative par rapport à cette crise-là, alors que tous les vols sont à terre. Donc, pour une entreprise pareille, c'est sûr qu'il n'y a pas de stratégie alternative qu'elle peut mettre en place pour générer subitement le même niveau de revenus qu'elle était en train de générer si elle était positionnée justement sur juste la vente de billets d'avion. Là, à ce moment-là, c'est vraiment les stratégies par rapport à comment je gère cette trésorerie-là, pendant combien de temps je peux continuer avec de payer mes charges finalement, que ce soit mes charges locatives, que ce soit mes charges par rapport à mes employés. On a dit que oui, l'État va justement avoir des subventions par rapport à ces structures-là. Donc, c'est vraiment une stratégie de survie pour ces différentes agences de voyage-là, parce que justement, je ne vois pas d'autres produits qu'elle pourrait mettre en place en l'espace de 2 mois. Donc, c'est pour ces secteurs sinistrés-là, à part maintenant maintenir le contact avec les clients, rassurer les clients, avoir au moins cette présence-là et ne pas complètement disparaître de la carte parce qu'au moment où la crise va passer, les entreprises se souviendront les clients se souviendront des entreprises qui avaient su être présentes. Donc ça, c'est un premier point. Et on le sait, beaucoup de ces agences-là ont peut-être eu à vendre des billets, par exemple, à des personnes qui se sont retrouvées coincées à l'étranger ou autre. Ne serait-ce qu'envoyer un email ou autre permet de garder ce lien avec nos clients. Donc, à ce moment-là, pour ces structures qui sont complètement sinistrées à cause de la situation, la seule stratégie que je verrai à part voir comment renégocier avec la banque et autres, c'est vraiment voir au moins comment continuer de communiquer, avoir ce message de compassion vis-à-vis de ses clients. Ensuite, on a eu le deuxième type de structure. J'ai parlé tout à l'heure de l'exemple de Farifima qui est dans ce qui est cosmétique. On aurait pu se dire, durant cette période, personne ne pense à du luxe ou tout ce qui est cosmétique est considéré comme du luxe. Elle a très rapidement su pivoter et proposer des produits de santé, proposer des produits pour les mains moins nocifs, moins agressifs. Donc là, elle a su se réinventer et continuer de proposer de la valeur à ses clients. On en a vu d'autres où, donc elle a vraiment su innover sur une période très, très courte sur des produits. Quel type de produits je peux continuer d'offrir à mes clients et qui vont avoir de la valeur? On l'a vu chez d'autres, les ustensiles de cuisine, ce n'est pas une priorité. On peut se dire que les gens pensent juste à santé, manger, mais il y en a beaucoup qui ont économisé, qui ont plus de revenus, qui veulent quand même continuer d'avoir un minimum de qualité de vie et qui sont prêts à faire ces achats-là. Quand la Korité est arrivée, tout ce qui était dans la mode, on se disait, mais personne ne va acheter ou autre. Et pourtant, les femmes ont voulu se faire belles, ont acheté et se sont fait livrer les produits chez elles. Donc, ça veut dire, donc là, on a ceux qui ont su se réinventer sur le produit. Et ensuite, on va avoir ceux qui ont su se réinventer par rapport au mode de livraison et par rapport au mode de vente. Il y avait des structures qui, avant, il fallait se déplacer. Si on ne se déplaçait pas, on ne pouvait pas avoir accès à leurs produits. Elles ont innové sur, OK, même si vous ne venez pas vers nous, on est capable de vous livrer vos produits. Et donc, on continue d'exister par rapport à ça en offrant des solutions de paiement mobile ou des solutions de paiement à la livraison. Donc, c'est dans ce sens que je dis, en fonction de notre situation, c'est soit on est
obligé de juste gérer cet aspect de trésorerie-là et donc au moins être présent par rapport aux clients. Soit, deuxième catégorie, on a la possibilité de pivoter, de créer un nouveau service. Je peux prendre mon exemple. Les séances de formation que j'avais avant, c'était des séances essentiellement en présentiel. J'ai continué de proposer des services sur du online. On pourrait penser que là encore, les clients vont se dire c'est pas le moment pour du conseil, c'est pas le moment pour de la formation à cause de la crise, alors que d'autres, au contraire, j'ai eu un pic d'activité parce que beaucoup se sont dit, c'est le moment de réorganiser, c'est le moment de repenser et on a la possibilité de le faire grâce à des outils de télétravail et du paiement en ligne. Et donc, c'est vraiment ces trois axes-là que je vois par rapport aux petites entreprises. Est-ce que Isiba est là maintenant? Avec une bonne connexion Internet? Apparemment, non. Isiba, ça va mieux maintenant? Ben, c'est dommage, hein? Ouais. Les cas, on va enchaîner avec les questions, on va gagner du temps. Non, attendez. Allô? Ah ben voilà. Allô? Oui, elle est là. on vous reçoit très bien. Allô. Donc, je parlais donc de plan directeur. Il faut que, au sein de l'entreprise, que l'on puisse parler d'une seule voix. Il faut que les scénarios qui ont été définis puissent être respectés. Il faut éviter les improvisations, les rumeurs et surtout la perte de confiance des citoyens. Alors, la maîtrise des impacts négatifs, je prends par exemple les réseaux. Nous savons qu'en période de COVID-19, puisque les déplacements sont limités, tout le monde, même ma maman, eh bien, a désormais la connexion Internet pour pouvoir échanger avec moi. Il lui faut du WhatsApp. Donc, en installant, c'est que les réseaux sont encombrés. Les entreprises qui sont chargées de gérer ces réseaux doivent pouvoir augmenter leur capacité pour donner satisfaction à leurs clients. Parce que les clients ont augmenté. Si l'entreprise ne réagit pas rapidement, si les Fanta, je crois qu'on va reprendre les questions pour Amina, parce que là, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Elle est là. Pour Amina, donc si Isiba vient, elle pourra toujours prendre en marche. Oui, Isiba. On l'entend. Vous avez encore deux. Isiba, on va maintenant poser les questions des followers parce qu'il nous reste très peu de temps. D'accord. Donc, vous allez pouvoir répondre aux questions, n'est-ce pas, Fanta? Oui, parfaitement. Voilà, c'est la dernière question. Hein? Oui, il y en a quelques-unes. Je commence par un commentaire. Il y a eu des entreprises qui ont su tirer leur épingle du jeu. Malheureusement, tous les exemples donnés par Amina sont du secteur alimentaire et des secteurs connexes. Il faut manger pour vivre. Sourire. Le véritable changement attendu devrait être en profondeur, voire structurel. Or, vu sous cet angle, plusieurs grands secteurs ne sont pas tirés tous les enseignements de la crise et ont entamé des mutations en profondeur. C'était un commentaire qui me semblait important, donc je le partage avec vous. La question est la suivante. Que pensez-vous de la situation des entreprises dans le secteur de l'éducation privée qui sont moins prises en compte que les structures publiques alors que les mêmes sacrifices sont exigés? Alors, par rapport aux commentaires, d'abord, je pense que j'ai donné des exemples qui sont en dehors du secteur alimentaire. J'ai parlé de cosmétiques, j'ai parlé de services conseils et quelle que soit l'industrie, le secteur dans lequel on a parlé de l'importance de la digitalisation qui est nécessaire. Je pense que quand même, beaucoup de secteurs, beaucoup d'entreprises ont compris que pouvoir continuer de communiquer, avoir une base de données de clients, avoir une présence sur les réseaux sociaux, quel que soit le secteur dans lequel on est, c'est devenu quelque chose d'incontournable. Je pense qu'au moins la crise aura servi à ça sur ce point-là. On avait essayé toutes les techniques pour encourager la digitalisation. Il a fallu attendre Covid pour que le message passe clairement.
Alors, pour la situation des entreprises dans le secteur de l'éducation privée, j'ai envie de dire, c'est la même chose, quel que soit le secteur d'activité. Elles ne devraient pas se comparer au secteur public, mais aux autres entreprises qui sont dans le secteur privé. Donc, je comprends que avec l'impact, il est là, mais si je regarde dans mon cas, les structures privées ont continué de facturer. En tout cas, au Sénégal, je prends l'exemple du Sénégal, les parents continuent de payer les droits de scolarité. Beaucoup se sont positionnés en continuant d'offrir des cours, soit par WhatsApp ou bien par Zoom. Donc, la situation, elle est quand même différente. Je ne pense pas qu'on leur a demandé ou qu'on leur a exigé d'arrêter de recevoir les paiements des parents. Si ça avait été le cas, j'aurais pu les plaindre, mais en tout cas, moi, personnellement, je continue de payer les frais de scolarité. Une autre question, Fanta. Oui, celle-là est la suivante. La demande de moyens structurants pour une production de qualité existe depuis longtemps chez les femmes entrepreneurs, mais le contexte de production nécessite des investissements, un accompagnement des besoins et des réponses appropriées. Les techniques restent encore rudimentaires dans le secteur de la transformation. Comment le contexte du Covid va-t-il aider à rendre ces entreprises plus performantes? Ici-bas? Oui. Alors, Allô? Oui, on vous entend Oui, très bien. on vous entend. Voilà. Pour ces entreprises transformatrices de produits locaux, je suppose, hein, le contexte de COVID-19, tout à l'heure, nous en avons parlé, il y a eu des difficultés d'approvisionnement parce que avant de pouvoir transformer, il faut avoir de la matière première à transformer. Donc, il y a que ces entreprises auront de la difficulté à s'approvisionner en matière première. Mais comment elles font? Est-ce qu'elles vont aller vers une délocalisation lorsqu'on sait que la région de Ouest-Est chez moi produit suffisamment du beurre de karité? Or, je suis dans la transformation des graines de karité pour les commercialiser. Voilà, il y a les cordons sanitaires, il y a des mesures. Comment je fais? Donc, il y a plusieurs scénarios auxquels l'entreprise doit penser. Il faut garantir l'approvisionnement, sinon il n'y aura pas d'activité, il n'y aura pas de production et il n'y aura pas de chiffre d'affaires. Alors, au niveau de transformation, il y a également que peut-être on a besoin des produits intermédiaires, les produits d'importation qui vont s'associer aux matières premières pour assurer la transformation. Là également, l'entreprise de transformation est confrontée à une autre difficulté. Elle doit donc trouver une stratégie d'approvisionnement de ces produits-là pour pouvoir continuer. C'est vrai, ça va revenir cher dans le contexte du COVID-19 parce que le produit n'est plus bon marché. Mais en ce moment, il y a un réajustement de prix. Donc, la différenciation au niveau du produit par rapport à la cible, en améliorant la qualité, l'entreprise va pouvoir rester dans les coûts, tenir compte des coûts supplémentaires, revoir le prix pour garder sa marge parce que sa suivi en dépend. Donc, c'est une stratégie de différenciation de produits qui pourrait l'aider. Soit trouver d'autres matières, d'autres produits pour obtenir ne serait-ce qu'un nouveau produit unique, pas tout à fait identique à ce que l'entreprise produisait, compte tenu du contexte de COVID-19, compte tenu du fait que des ingrédients ont manqué. On peut peut-être, au lieu du cocktail,
du cocktail avec du raisin, de pommes de terre. On peut penser par exemple au cocktail ananas gingembre. Je donne l'exemple d'une entreprise de transformation de produits de fabrication de jus de fruits. Alors, nous savons que le raisin est importé, nous savons que la pomme est importée dans nos pays. Alors, au lieu de faire un cocktail à base de ces produits, on change les ingrédients pour donner un autre goût, pour donner un autre produit que le consommateur sera intéressé à prendre et on réalise le chiffre d'affaires. Merci. Une dernière question, Fanta? Oui, Lika. Juste sur ce point-là, je pense que quand je prends l'exemple du Sénégal, on a des zénos. Aujourd'hui, par rapport à cette question, si rien ne change dans la situation actuelle, le Covid ne va en rien aider à rendre les entreprises plus performantes dans le secteur de la transformation. C'est mon avis personnel. Par contre, si parmi les fonds qui ont été levés, l'État décide, on a des zénos dans toutes les régions du Sénégal, d'équiper ces zénos-là et que maintenant, au lieu que chaque femme soit obligée d'investir dans sa petite unité de transformation qui ne va jamais être rentable parce qu'il n'y aura pas d'économie d'échelle par rapport aux quantités, si l'État réussit maintenant à équiper ces zénos-là et que au lieu de devoir acheter 10 fois la même unité, la femme qui fait de la transformation a la possibilité de venir utiliser les services de cette ENO-là, de venir utiliser des moyens de transformation beaucoup plus avancés, beaucoup plus performants. Alors là, ça pourrait être intéressant on pourrait changer et moderniser les processus de transformation. Aussi, l'État accompagner des coopératives sur les équipements, en plus de garantir des revenus, en plus de faire ces prêts-là, s'ils avaient la possibilité de financer des coopératives, que ce soit sur des... comment on appelle ça, des chaînes de froid et des modernisations des structures de production, à ce moment-là, oui, le contexte de Covid pourrait aider à rendre ces entreprises plus performantes. Mais je pense que ces zénos sont sous-exploités, c'est ce que je voulais dire. Fanta, une dernière Merci beaucoup, Amina. Oui, une dernière. Oui, il y en a une. Voilà, elle est là. Donc, Amina, vous avez parfaitement raison sur l'importance de disposer des données fiables pour prévoir, anticiper et planifier. Mais il y a un préalable. L'État cesse d'être moins cachotier en rendant disponibles toutes les informations économiques, financières, sociales. Un cabinet d'intelligence ne peut colliger et analyser que des données disponibles. Il ne les crée pas. Par conséquent, l'accès à l'information, un droit constitutionnel, devrait être effectif. Voilà, c'était plus un commentaire. Il n'y a pas de question, hein? Non. C'est un commentaire, Amina. Je suis d'accord. Lucas, on est fini de mon côté. Merci beaucoup, Fanta Diallo, pour votre immense contribution. Merci, Fanta. Merci également à nos followers qui sont également venus, comme tous les soirs, assez nombreux, pour suivre ce webinaire consacré aux stratégies pour les entrepreneurs. Quelles stratégies pour les entrepreneurs en période de crise? Et nous avions eu l'honneur d'accueillir Iziba Koba Assou, présidente de AFEDA au Bénin, et Amina Diagne, présidente de Minapro. Quelle stratégie de gestion pour les entrepreneurs en période de crise? Et je rappelle que vous pouvez suivre à nouveau ce webinaire sur les pages Facebook de GIDER, de Citizen Lex et de Lex Africa, mais également sur la chaîne YouTube de GIDER. Pour jeudi prochain, notre invité, est-ce qu'il est déjà disponible? Nous savons qui on va recevoir jeudi prochain, Rokhaya et Mohamed. On peut faire défiler déjà son image avant de donner la parole. Oui, Lika, ce sera un résumé en Wolof et à Iziba Koba Assou qui va nous faire un petit résumé en langue fon. Donc de tout ce qu'il vient de dire, mais vraiment en 5 minutes. Donc notre invité jeudi prochain, 18 juin 2020, il s'agit d'Ibrahim Noureddine Diagne, il est administrateur général de Gaindé 2000, président de l'African Performance Institute
Et le thème va porter sur sécurité ou liberté pendant et après Covid-19, lundi 21h sur nos différentes plateformes de diffusion. Avec Iziba, un petit résumé dans votre langue locale de ce que vous venez de dire en 2 minutes, hein? Pour permettre à l'importante communauté béninoise qui est venue en nombre aujourd'hui suivre ce webinaire, de comprendre un peu tout ce qu'on a dit depuis le début. Alors, donc, je vais y aller, mais juste une petite parenthèse pour dire que si nous ne le soulignons pas, parce que c'est très important, toutes ces stratégies vont dans quel sens? Pour quel objectif? C'est juste pour permettre aux entrepreneurs de garder leur légitimité, leur permettre de relever le niveau de sécurité, que ce soit économique, financière, sociale et sanitaire au niveau de leurs entreprises et également, surtout, de maintenir durablement leur performance par rapport à toutes les parties prenantes. Nous parlons là de la performance globale parce qu'elle est à la fois économique, financière, sociale, commerciale et environnementale. Merci. Alors, pour ce soir, je dis, bon, mi kudo bada mechelemi. Bada noelo mi do hodo ero kandi. Bon, mais comme pour le collège do Sénégal si tomedon, si Dakar donc mi do kandi bodo nous mettions de azoa kwele de yena bloc bon azon de wow azon ni ma tiedi boni azon si nous wale o ni ma wazi de boni azon kwe ton na suron abi ajo eton yena jodo abi yena vasudo mwelenwi de yena zan bona kodo du deji bona kodo nu eton sai bona kodo ajo eton wawe o eji we mi do kodo gbadandi mi ka mo do mwelenwi enele o esupo bo teme we ede alide sinu sisa adeo nu esa adeo si mwelenwi o mi zeboze kle do kodo meton azon wa bodo mebi koe wezon bo mina suhon bojo ajodo bojo azokwe do bojo ledo a mwelenwile de bo mi hion mina zan bona dude ti do azon si bo kanale do nu koyi do azon mi ton leme bo nu sisa mi ton leme kaka soyi ndo kwenu mi kudo todo me okudo tenino okudo osise. Amen. Merci beaucoup, Iziba Koba. Amina, vous n'avez pas compris grand-chose, hein? J'essayais de prendre des mots de français, mais elle est trop forte, Iziba. Tout comme moi, d'ailleurs. Et Fatou aussi, elle n'a rien compris. Elle fait la maladie. Allez-y, Amina, un petit résumé. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi, Iziba, sur cette thématique. Je viendrai prendre des cours de fond au Bénin. Plaisir partagé, Amina. Donc, di jaajëfal ñëpp bu baax a baax ci teew bi ñu teew li ñu jot a waxtaan sànq ba léegi mooy mbas bi ñëpp yemuñu waaye ak foo mënti yëngu tamit li jiitu mooy nga xool ba pare sa koom boo xoolee sa koom nga xool yow ak crise bi ni mu demee nii ñaata weer wala ñaata weer nga mën a topp di fay bu dee da nga am ay bor di fay ay bor di fay sa luwaas di fay ñi nga xamante ne ñoom ñoo la jox marchandise wala di fay ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ak yow donc lii jiitu mooy xam yow fileex ñaata weer nga mën a continuer balaa activité bi di tàmbaliwaat boo xoolee loolu nga seet ba pare tey jii nii waxtaanee nañu ne am na yu bëri yoo xamante ne gouvernement bi tegal na ko fii entreprise yi bu dee jotuloo ci information boobu mun nga dem ci ay DER wala APIX pour mun a xam ndax am na yoo xamante ne état bi teg na ko fi te yow nga mën ko jëfandikoo ak nan lañ la si mën a jàppalewee ba nga mën si jot
waaye dëgg bi tamit mooy am na ñu bëri ñoo xamante ne jotaguñu ci aide yooyu waaye ba tey laaj na nga mën a xam ndax état bi am na yoo xamante ne yow si li ngay yëngu jagleel na la ko boobu mooy bi jiitu. beneen bi mooy dañu seetlu ne entreprise yi nga xamante ne ñoom ñoo ci gën a génn ci crise bi nii mooy ñi nga xamante ne internet bi Facebook bi wala WhatsApp bi tax na ba bu ñu gisulee client tamit ñu ngi wax ak seeni client ñu ngi mun di leen wane ne ah marchandise baa ngi fi waaye tey jii nii bu dee yow da nga sos loo xamante ne amuloo présence ci nekkoo ci Facebook bi wala nekkoo fenn kon su boobaa dina jafe trop nga mën a continuer jokkoo ak say client te boo nekkul di jokkoo ak say client rek mën a am kon client bi su boobaa moom lépp li nga xamante ne yow yaa ngi ko doon jaay dina dem ci keneen koo xamante ne dina ko ne ah sëñ bi li nga doon bëgg ñun ñu ngi la koy jaay wala ñu ngi la koy andil te su boobaa dina gën a jafe nga jot ak ci client boobu kon côté boobu li am solo bu baax a baax mooy yow nga xool ak say client waaw dëgg la mun na am client yi ñoom duñ doon ñëw ci man pour jënd léegi tey jii nii man nan laay def ba client bi mun a jot si li ma ko doon jaay wala seetlu naa ne ah ay parfum laa doon jaay wala yu mel noonu ndax am na beneen marchandise boo xamante ne client bi fi mu toll nii soxla na ko ci situation bi ñu nekk nii am nañ ku ñu wax ne moom ay maquillage la doon jaay ak yu mel noonu waaye bi crise bi ñëwee dafa commencé jaay produit pour les mains gis nañ ñu bëri ñoo xamante ne sax ay plombier ak yu mel noonu teg nañ fi ay produits yoo xamante ne pour raxasulox yooyu donc loolu mooy xool ndax am na beneen produit boo xamante ne man mun naa ko jëfandikoo di ko andil sama client soxla na ko wala ndax sama client soxla na produit bi ba tey te xamul nan lay def ba jot si kon su boobaa man nan laay woowee ay livreur yoo xamante ne dinañ mun a jël si produit bi ci man fexe ba client jot si. 1 minute encore. ñetteel bi mooy tamit bu dee da nga am ñeneen ñoo xamante ne da ngay liggéey ak ñoom moom lii la yaa ngi xool nooy def ba muñ si génn donc stratégie yooyu lañ fi jot a waxtaanee di jaajëfal ñëpp ñi teew ci séminaire bi. Merci beaucoup à vous Amina, merci beaucoup à Iziba, merci à tout le monde de nous avoir suivis et merci également à toute l'équipe qui a appuyé aussi bien pour ce qui est de l'aspect éditorial que des aspects techniques pour ce webinaire qui avait pour thème ce soir, quelle stratégie de gestion pour les entrepreneurs en période de crise. Je rappelle que c'est une initiative de l'Ex-Africa et du programme Citizen de GIDER et soutenu par 2 partenaires, Manager Productions et Lead Sénégal. Jeudi prochain, nous aurons comme invité Monsieur Nouré Edine Diagne. Il est le responsable de Gaïndé 2000 et avec lui, nous parlerons du thème, je retrouve le thème très rapidement, merci beaucoup Mohamed, de sécurité aux libertés pendant et après Covid-19, administrateur général de Gaïndé 2000, président de l'African Performance Institute. Jeudi prochain à 21h, rendez-vous est pris. Merci à tout le monde. Excellente soirée. Au revoir. Ciao. Merci, au revoir. Au revoir, Fanta. Merci beaucoup. Mais pourquoi Eliman s'est connecté en tant que conférencier? Parce que c'est le président, il se croit tout permis, quoi. Le président de l'ex. Allez, au revoir.